Cette fois, à même de grands champs bordant le fleuve Saint-Laurent, nous allons s'aventurer au sein d'une communauté ailée tissée serrée et, disons-le, souvent même sous-estimée, en compagnie d'une humaine hyper attentionnée. Cette dernière veille année après année aux bons soins, de même qu'à la survie de ses abeilles. Allô Marina! Allô Gabrielle! Enfin! On attendait ce moment avec impatience, qu'il fasse assez chaud, qu'il ne pleuve pas, qu'il ne vente pas trop. Là, on est là, puis il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Ah, comment ça va? Ça va bien. Toi? Ouais, ça va bien. Alors là, on est près de la Grève Morancy, à Trois-Pistoles, sur ton terrain et celui de ton amoureux. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Au terrain? Ouais. Ça fait début 2018, donc ça fait 5 ans. C'est fou, hein? Quand même, hein? Ça va vite. Ça va vite, ouais. Puis les abeilles sont ici? Oui. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles on vient te voir, pour rencontrer les abeilles, mais parce que tu es apicultrice aussi, dans tes temps libres. Oui. D'où te vient cette passion-là pour l'apiculture? En fait, c'était un hasard, là, parce que j'ai fait un cours de... Je pense on regardait comment faire pousser des légumes en biologique dans les serres de Concordia à Montréal. Puis, fait que je m'étais inscrite à ce cours-là. Puis, il y a eu comme, pas sans que ça soit prévu, il y avait comme une journée d'introduction à l'apiculture avec un formateur qui s'appelle Greg, puis qui était vraiment intéressant. Puis, il nous a comme fait habiller dans le soute, fait rentrer dans la ruche. Il y avait des ruches? Oui, oui. Okay. Il nous a fait voir comme ces ruches sur les toits de l'université. Puis à la fin de comme, toutes les explications, il nous a fait visiter la ruche, il nous a donné des détails sur comment ça se passe quand tu es apiculteur ou apicultrice. Puis à la fin, il a pris un rayon, puis il était comme un rayon plein de miel. Puis il était comme « Ah, vous pouvez mettre le doigt dans le rayon si vous voulez comme goûter au miel. » Puis j'étais juste comme époustouflée, là. J'étais juste comme « Wow, quelle merveille! » tu sais. Puis je me suis rendu compte que toutes les étapes de ce travail-là, ça sent bon, tu sais. Puis genre, quand on me demande c'est pourquoi que je fais ça, c'est parce que comme il n'y a pas une action que tu fais qui est pas comme, tu sais, où est-ce que tu n'es pas dans des fragrances incroyables, comme la fumée, la cire, le miel. Fait que c'est comme, je pense que ça vient de ça. Ouais. Tout sent bon. Et goûte bon aussi. Tu as aussi fondé ton entreprise qui s'appelle Le Rucher de l'Ambroisie. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, de l'ambroisie? Ben ça, c'est mon amour pour la mythologie. Je suis quand même une personne qui est vraiment attachée à comme, la mythologie grecque. J'adore les récits comme, traditionnels, mettons. Puis dans la mythologie, l'ambroisie, c'était dans plusieurs textes. C'était autant comme... En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui enlève de la mort, ce qui te sauve de la mort, ce qui te rend immortel. Puis les dieux de la Grèce ancienne, mangeaient ou buvaient de l'ambroisie. Puis ce qu'on a compris, c'est que c'est ou bien l'hydromel ou bien du miel, parce que ça pouvait autant être une boisson que de la nourriture. Dans un désir d'immortalité et de jeunesse éternelle. Pour se garder immortel. Fait que c'est comme un bel hommage, moi, je trouve, au miel. Fait que c'est ça. Puis en plus, l'ambroisie, j'ai découvert après avoir donné le nom à mon entreprise que c'est une plante envahissante, vraiment quand même très présente en Amérique du Nord. Qui génère quand même pas mal d'allergies aussi. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que j'aime ça, les petites plantes comme, tu sais, un peu coquines, là, qui sont un peu dérangeantes, tu sais, qui se répandent, puis qu'on s'en rend pas tant compte. Mais c'est pas une mauvaise herbe, c'est vraiment juste, c'est ça, une herbe qui génère un peu peut-être d'allergie. Controverse. Oui, c'est ça. Mais l'ambroise ou l'armoise? L'ambroisie. C'est vraiment ça, ouais. OK. Il y en a-tu ici au Bas-Saint-Laurent? Ils disent que c'est quand même pas mal répandu dans des climats comme entre le boréal puis le... Ouais. OK. Puis le produit que tu vends, c'est principalement du miel, je pense, hein? Oui. OK. Ouais, c'est principalement du miel. Là, j'essaye de faire des chandelles aussi, mais c'est en construction, disons, les autres produits. Puis j'ai fait des expériences d'hydromel, mais c'est aux premières tentatives. C'est juste dans les essais encore. Oui. Puis c'est où qu'on peut le trouver, ton miel, si on veut se le procurer? Est-ce que... En fait, je le vends à la maison du notaire, qui est à Trois-Pistoles. Mais je les vends aussi à travers ma page Facebook. Fait que je regarde quand même souvent. C'est vraiment la page est Le Rucher de l'Ambroisie.
Puis si on m'écrit des messages sur Messenger de la page, ben je suis tout le temps disponible, tu sais, ou je l'amène chez les personnes ou je me fais rejoindre chez nous. Mm-hmm. Moi, j'ai goûté, en tout cas, il est délicieux. Puis Merci. il est comme condensé, en fait. C'est un miel, je sais pas, peut-être que tu peux me l'expliquer mieux, mais il n'est pas liquide. Oui, bien, en fait, ça dépend si on met l'achète, mettons, après l'extraction, assez proche des moments d'extraction ou après qu'il va passer peut-être 3-4 mois. Parce que quand on ne fait pas de pasteurisation du miel, c'est-à-dire on ne le chauffe pas à une température supérieure aux 40 degrés. Ce qu'on fait, c'est qu'on garde toutes les propriétés médicinales du miel, mais ce que ça fait, c'est que le miel cristallise. Donc, c'est vraiment quelque chose de naturel qui arrive parce que le miel n'est pas censé cristalliser dans la ruche parce que les abeilles gardent une certaine température. Mais si on le sort quand on fait l'extraction, bien, en fait, la température changeante, bien, il va changer comme, par exemple, quand on sort le beurre du frigo pendant l'été, bien, il va melt, il va comme fondre. Mm-hmm. Mais quand on le garde à l'extérieur pendant l'hiver, il va être comme plus solide. Et ça arrive la même chose avec le miel, qui a quand même une quantité d'eau. Fait que c'est ça qui change la texture. Ouais. Très intéressant. Puis, tu sais, je sais qu'il existe du miel d'automne, d'été. Toi, est-ce que tu fais ça ou avec certaines fleurs en particulier ou écosystèmes? Ou c'est je pense des fois, il existe des miels tout saison, une seule récolte à la fin de... Oui, bien en fait, la première et deuxième année, j'avais fait une seule extraction à la fin de la saison, fait que c'était vraiment comme tout ce que les abeilles avaient récolté pendant l'été. Mais c'est pour, en fait, c'est pour permettre aux apicultrices de faire des traitements contre les parasites qu'on fait une extraction au milieu de l'été. Parce qu'on peut comme ça traiter la ruche sans affecter le miel. Fait qu'on fait une extraction à la fin du mois de juillet, donc ça s'en vient. Puis après, au mois d'août, ou à la fin du mois d'août, vraiment la première semaine de septembre. Surtout qu'ici, on a 2 semaines de moins. Hein, fait que pour l'été. C'est ça. Il faut calculer bien ces choses. C'est pour ça que ça donne un miel d'été puis un miel d'automne après. Oui. Puis la couleur est vraiment différente. C'est comme quand tu prends un miel d'été, souvent il va y avoir toutes les résineux qui sont les premières pollen et nectar que les abeilles vont chercher au début du printemps. Les arbres, oui, les conifères. Tout, ouais, épinettes, sapins, tout. Après, ils vont aller au pissenlit. Fait que tu vas avoir comme tout ce que tu vois et le trèfle dans ces comme plusieurs floraisons. Et ça donne un miel qui est très doré. Puis la fin de l'été, tu vas avoir plus de fabacées. Les légumineuses. Oui, c'est ça. Fait que là, tu te retrouves avec un miel qui est plus brun, souvent. Ouais. Intéressant. Donc là, si on veut tranquillement se diriger vers les dites abeilles, je pense qu'il faut se mettre nos plus beaux apparats. Oui! Fait que c'est ça, tu me montres ces vêtements longs? Oui, okay. Vêtements clairs le plus possible, sans trou. Voilà. Sans trop pour pas qu'elles puissent se dissimuler. Oui. Mais elles sont gentilles, hein? Oui, elles sont gentilles. Okay. Faut pas avoir peur. Donc, on se dirige vers les ruches. D'ailleurs, t'en as combien, hein, des ruches? Au complet, cette année, j'en ai 3. 3. Est-ce que c'est moins que l'année passée, ça? C'est plus, parce que l'année passée, j'en avais juste 2. Puis, avant, j'en avais 6. Donc, j'ai eu quand même une grosse perte dans ce qui était comme l'hiver 2022. Elles n'ont pas vraiment bien survécu, mais ça a été un problème quand même diffusé, là, c'est-à-dire c'est une année où je pense que les apiculteurs ont eu autour de 80 de pertes, ce qui est énorme. Pendant l'hiver, ça? Oui. Ouais. C'est une nouvelle réalité, ça, ou ça a toujours fait partie quand même de la réalité des apiculteurs et apicultrices? Oh non, c'est vraiment une nouvelle... Il y a pas mal malheureusement, de ravageurs puis de parasites qui peuvent rentrer dans la ruche, mais... Pour lesquels il existe des solutions ou pas? Oui, mais ça ne fonctionne pas toujours, donc... Bien, il existe, mettons, pour le varroa, c'est vraiment pas une solution. Tu ne peux pas guérir ta ruche du varroa. Il faut prendre comme, on dirait que c'est comme avoir
à toujours garder la fièvre, disons, de la ruche le plus bas possible, mais elle ne va jamais partir. Le péticolepteur, ça peut arriver. Fait qu'il y a des façons de comme, anticiper le fait qu'il arrive, mais une fois qu'il s'installe dans ta ruche, c'est fait. Puis la même chose pour d'autres parasites. En fait, tu peux essayer de prévenir. Mais une fois qu'ils sont c'est vraiment installés. difficile de les éliminer. Puis, côté charge de travail hebdomadaire, disons, là, qu'est-ce que ça peut représenter d'avoir des ruches à s'occuper durant la grosse saison? Là? Oui. Mais tu sais, le mouvement, il commence à peu près vers le mois d'avril-mai. Je dirais que là, je fais pas beaucoup de choses, fait que c'est peut-être une fois ou 2 semaines. Mais sinon, pendant l'été, là, c'est une fois semaine. Fait que par ruche, moi, je considère que ça me prend 1 heure à peu près parce qu'il faut quand même planifier qu'est-ce que tu vas faire. Donc, préparer le matériel, réfléchir aux opérations. Puis après, être dans la ruche. Puis, tu sais, il ne faut pas trop les déranger, les abeilles. C'est comme n'importe quel animal. Tu veux qu'elles t'aiment, tu veux avoir une belle relation. Donc, garder une ruche ouverte plus que 30 minutes, c'est un peu agressif. Fait que, tu sais, je travaille 30 minutes dans la ruche et 30 minutes pour comme, préparer ce que tu vas faire. Aux 2 semaines à peu près, ou par semaine? Par semaine. Théoriquement, c'est aux 10 jours maximum parce que c'est la période plus longue que tu peux attendre avant que les abeilles aient fait une nouvelle reine. Tu veux pas qu'elles fassent une nouvelle reine. Si tu as cette philosophie-là, moi, j'ai celle-là de comme, éviter qu'elles fassent de l'essaimage, comme on dit, donc la moitié de la ruche parte. Donc, il faut comme être sûr aux 10 jours qu'il n'y ait pas une nouvelle reine en attente de naissance. Donc, du printemps à l'automne, c'est pas mal à chaque semaine qu'il y a des interventions à faire et des manipulations à faire. Oui, puis tu sais, on est quand même beaucoup à, comme on l'a vu en programmant aujourd'hui, non? On est quand même pas mal conditionné par le climat. Fait qu'il faut comme être prêt, il faut avoir le temps de se dire, ben là, aujourd'hui, il pleut, ou il vente beaucoup, ou il y a beaucoup d'humidité, donc c'est pas une bonne journée pour ouvrir la ruche, tandis qu'une journée comme aujourd'hui est juste parfaite. Il fait super chaud, c'est sec, donc les abeilles vont être dehors. Ouais. Pour sortir, aller butiner. C'est ça, elles vont être dehors, donc c'est comme si j'ouvrais, puis il y avait la moitié des gens, fait que je dérange moins. C'est ça l'idée. Aussi, je me demandais si tu as une idée approximativement là, de comment est-ce qu'une ruche peut donner en termes de quantité de miel. Oui, mettons dans un cadre, généralement, on a à peu près 1 kg de miel. Si c'est vraiment une abeille productive, elle va en faire 1,5. Fait que par ruche, c'est à peu près de 10 à 15 kg. Ça peut arriver jusqu'à 20, là, mais comme c'est 10 de moyenne. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. On traverse là. Oui. Puis on va pouvoir s'appuyer sur la table un petit peu pour continuer. Parfait. Je te suis. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venue faire comme manipulation? Aujourd'hui, on va regarder en fait justement la reine, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle fait une belle ponte? Donc, est-ce qu'il y a des larves? Est-ce qu'il y a des larves d'un jour? Ou est-ce qu'il y a des larves de plusieurs comme, semaines? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vais regarder en fait, je vais leur enlever un cadre de poupon parce que j'ai besoin de le mettre dans une autruche pour la renforcer. C'est pour ça que j'ai amené un cadre vide. Puis, je vais enlever les alvéoles royales. Donc, je disais qu'il faut tout le temps comme, voir si elles sont en train de faire une nouvelle reine pour éviter les essaimages. C'est vraiment ça que je vais faire. Je vais essayer d'enlever toutes les alvéoles royales que je vois. Parce qu'elles, sinon, elles vont continuer à créer des nouvelles reines. Oui, vraiment, c'est comme une division cellulaire. Elles veulent comme, créer une autre reine qui va rester dans la ruche, puis l'ancienne reine, elle partirait. Mais on ne veut pas ça parce que ça affaiblit la ruche, c'est-à-dire elle va partir avec une grosse quantité d'abeilles, on ne veut pas ça. On n'a aucune garantie qu'elles vont survivre à l'extérieur parce qu'il n'y a pas encore de preuve que les abeilles peuvent survivre sans l'apiculteur au Québec parce qu'il fait froid l'hiver. L'abeille mellifère. L'abeille mellifère, pas l'abeille sauvage. Non, c'est clair. Non. Puis, il y a aussi le fait qu'elles partent avec plein de miel parce qu'il faut qu'elles survivent. Donc, quand elles partent avec la nouvelle reine, la vieille reine, elles vont quand même prendre une grosse quantité de miel, se remplir l'abdomen
et partir loin. Donc, avec on va miel. enlever des... Oui, c'est ça. Ils vont comme me voler. Qu'est-ce que je leur aurais volé si j'aurais pu. C'est ça, oui. Mais c'est quoi le rôle de la reine, en fait, dans une ruche? Pourquoi elle est si importante? Sérieux, c'est comme un peu comme si elle était le centre vraiment de la vie de la ruche. Moi, il faut concevoir la ruche comme un organisme qui continue à bien aller tant qu'il y a une reine. Parce que la reine, elle va décider les messages qui vont passer. Le caractère de la ruche peut vraiment être différent d'une reine à l'autre, puis ça dépend de ses phéromones. La reine pond les œufs, donc garantit la survie des abeilles. Il faut comme savoir que les abeilles, elles durent environ comme 3-4 semaines l'été, puis plus longtemps pendant l'hiver, mais la durée de vie d'une abeille est vraiment courte. Fait que la reine, c'est le centre qui demeure stable dans tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vérifier que tout aille bien avec elle. Puis là, il faut que tu en fumes. Oui, là, il faut... ouais, je vais mettre du foin puis un petit peu de jute pour allumer l'enfumoir, en fait. Puis ça, c'est vraiment parce qu'avec l'enfumoir, les abeilles, elles vont un peu comme rentrer dans la ruche. Là, tu sais, c'est quand même des heures chaudes, là. Le soleil est encore haut, donc elles vont être principalement en dehors de la ruche. Mais celles qui sont à l'intérieur, moi, je veux éviter d'en tuer. Tu sais, j'essaie de faire en sorte de les traiter avec le plus de respect. Donc, la fumée m'aide parce que quand j'en fume un petit peu, elles vont partir du lieu où j'ai enfumé et me permettre de manipuler plus aisément. Fait que c'est vraiment pour ça. Super. On te regarde à l'œuvre. OK. En tout cas, moi, je te regarde ici. Je ne vais pas aller trop près. C'est bon. Ça, je fais de la désinfection, en fait. Fait que quand on a des ruches différentes, puis qu'on a utilisé les outils dans une ruche, il faut quand même les faire réchauffer un moment pour être sûr qu'on ne transmet pas de bactéries entre une ruche et l'autre. Fait que je les fais juste... Puis ça, c'est vraiment pour éviter que, avec la chaleur du feu, je brûle leurs ailes. Donc, je la mets dans le trou de l'enfumoir pour m'assurer qu'il y ait un peu d'humidité qui réduit la chaleur, mettons.
C'est ici. C'est cette madame ici, t'as vois-tu? Elle est full longue. Ah oui, elle est full longue, puis elle est plus foncée. Ouais. Et l'abeille, elle vit quand même longtemps, là, mais elle est... On dirait qu'il faut la substituer aux 2 ans. Parce qu'après, elle ne fait plus d'œufs tant que ça. Mais sinon, elle peut vivre jusqu'à 10, là. C'est juste qu'en apiculture, des fois, on la met à la retraite, comme on dit. Donc, on fait une petite ruchette. Puis, si on veut plus qu'elle soit comme la reine de notre ruche parce que peut-être elle ne pompe pas beaucoup, puis... ou peut-être qu'elle est devenue un peu énervée, fait que l'abeille, toute la ruche est devenue énervée, on peut la faire rentrer un peu à la retraite. C'est-à-dire, c'est ça, faire une petite ruche puis la garder dedans. Ça, c'est des larves qui ont été fermées. Puis là, elles attendent de sortir. Puis là, elles attendent de devenir d'une larve à une pupa, là, en une petite abeille, complètement formée. Si c'est une femelle, une abeille femelle, c'est en 21 jours. Si c'est des bourdons, ça leur demande plus de temps, genre 27 jours. Puis si c'est une reine, c'est 14 jours. OK. Ça, c'est des alvéoles bombées un peu, qui sortent. Ça, c'est les alvéoles des mâles. Tout ça ici. Merci les filles.